Salam alaikum, chers étudiants. Donc, on reprend la deuxième partie du cours Lean Management et amélioration de performance industrielle. Nous sommes le 27 octobre 2020. Je suis en train d'enregistrer et je vais vous envoyer l'enregistrement. Donc, nous passons à la partie Value Stream Mapping, donc la cartographie des flux de valeur, qui est un outil très important en Lean Management et qui est un outil de diagnostic de l'état des flux physiques et informationnels dans une entreprise industrielle ou bien dans une chaîne logistique. Cet outil de diagnostic, on le retrouve dans un certain nombre de projets de fin d'études. Donc, peut-être la moitié des projets de fin d'études que l'on réalise ces dernières années en génie industriel, à un certain moment, surtout dans la partie chapitre 2, c'est-à-dire collecte de données et diagnostic, on établit une value stream mapping plus ou moins précise, plus ou moins riche en informations en fonction des besoins du projet. Une fois qu'on a fait le diagnostic par cet outil, donc on a réalisé ce qu'on appelle le Current VSM, la CVSM, on peut l'analyser et à partir et proposer ce qu'on appelle une Future VSM, une cartographie des flux de valeur futurs. Cette cartographie des flux de valeur futurs représente un état idéal des flux physiques. C'est un état idéal après avoir identifié toutes les sources de gaspillage dans le flux, dans l'entreprise. On suppose que si on arrive à éliminer les gaspillages, eh bien, on peut obtenir cet état amélioré. Et en analysant l'état initial et l'état futur, on établit un plan d'action donc qui nous permet de un plan d'action sur plusieurs mois, donc ça peut être 6 mois ou une année, pour pouvoir améliorer la situation et se rapprocher le plus possible de la situation désirée. Le livre de référence de cette partie, je vous l'ai envoyé en version PDF. Il s'appelle Bien voir pour mieux gérer de Mike Rather et John Shook. Donc, avant-propos de James Womack et Dan Jones, juste pour rappel, Womack et Jones sont les deux chercheurs du MIT qui ont introduit ce terme de Lean Manufacturing. Donc, le premier livre connu qui a utilisé le terme Lean Manufacturing était The Machine That Changed the World. Elle a été éditée, donc écrite par Womack et Jones. Elle a été éditée, je pense, en 1984. Et ils ont utilisé le terme Lean Manufacturing pour désigner ce qu'on appelle le toyotisme, pour décrire le système de production Toyota qui existe chez les Japonais, qui est en cours de développement chez les Japonais depuis les années 50. Donc, voilà un exemple de cartographie de flux de valeur. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler sur une étude de cas. Ça nous prendra plusieurs séances
Donc, je vais vous demander de l'écrire ou bien de l'imprimer. Elle se trouve dans la page 125 de votre document. Donc, cette entreprise qui s'appelle ABC Emboutissage, vous avez la description en une page de la situation initiale et vous avez aussi un petit schéma représentatif de l'atelier de cette entreprise. Donc, c'est la page 124 et 125 de votre document de référence. Donc, on va se focaliser sur comment dessiner la VSM de cette entreprise. Donc, je vais essayer de la retrouver. Donc, l'objectif d'INLAT, c'est de construire cette cartographie des flux de valeur. Je vais essayer de la chercher. Je pense que c'est ça. Ça, c'est la situation. Carte remaniée, c'est-à-dire c'est la future. Moi, je cherche actuel. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, je vais vérifier. Donc, la carte courante, elle se trouve dans la page 32 et 33. Donc, dans notre étude de cas, nous allons apprendre à établir la Value Stream Mapping. La représentation graphique, c'est un outil visuel de représentation simple de la cartographie des flux de valeur. Donc, ça, c'est notre étude de cas. Je vais essayer d'afficher en 2 pages. Voilà, très bien. Donc, si j'affiche la page 32 et 33, donc ici, c'est 41 et 42. Donc, on trouve ici une VSM. La VSM, notre entreprise qui s'appelle ABC Emboutissage. D'accord? Donc, on doit savoir dessiner ça. Okay. Alors, je vais commenter un petit peu parce que on ne va pas travailler dessus. On va essayer de travailler dessus quand on sera ensemble, mais je fais quand même l'introduction. J'espère que vous aurez le temps de faire ça. Donc, quand on veut établir la VSM, on commence toujours par poser le client. Le client se trouve à droite. Donc, on a besoin d'un papier A4, A3, pardon. Grand papier, ça peut être un papier ministre, par exemple, dans notre cas. On a besoin d'un crayon de papier, d'un crayon et d'une gomme, et puis on essaie de dessiner à la main. Donc l'entreprise, le client s'appelle Carbec, et ici, c'est une case de données dans laquelle on a mis les informations relatives aux besoins du client. Donc, le besoin du client ici, c'est 18 400 pièces par mois, dont 12 000 à gauche, 6 400 à droite. Donc, le client exige que les pièces soient fournies dans des plateaux. Donc, chaque plateau contient 20 pièces. Et ces plateaux-là peuvent être déplacés dans des palettes. Et le client travaille en 2 quarts de travail. Okay? Donc, ça, c'est la description du client. Ici, on retrouve la description des processus de production. Donc, on a le processus expédition, préparation. Alors là, je vais décrire dans le sens inverse du flux parce qu'en fait, dans la réalité du terrain, il faut établir la VSM dans le sens inverse du flux, c'est-à-dire à partir de la sortie du flux physique vers le client, on doit identifier quels sont les processus à valeur ajoutée dont on a besoin pour réaliser le produit final. Donc ici, la dernière opération à valeur ajoutée par laquelle passe le produit, c'est le montage numéro 2. Donc ici, ça c'est une représentation d'une case processus, de cette manière. Donc on a le titre du processus, on a le nombre d'opérateurs 1, et en bas de chaque processus, on retrouve un certain nombre de données clés.
Par exemple, ici, on a, donc ça, c'est des données qu'il faut toujours avoir. Par exemple, le temps de cycle, c'est-à-dire il faut, pour ce processus, 40 secondes par pièce. Le temps de changement de fabrication est de 0 secondes, il n'y en a pas, parce que c'est manuel. Ça, c'est le temps utilisable, c'est-à-dire le pourcentage de temps où le processus est disponible pour réaliser cette famille de pièces dont on parle, les plateaux qui peuvent être, les pièces qui peuvent être de gauche ou de droite. Donc ici, on a une disponibilité qui est de 100%. Donc ça peut être la disponibilité dans le sens de la maintenance ou bien la disponibilité dans le sens où cette ressource peut être occupée par d'autres familles de pièces. Ce processus montage numéro 2 fonctionne en 2 quarts. Alors, un quart, il voit un shift, il voit une équipe. Une équipe peut être de 7h40 ou de 7h30. Et chaque shift correspond à 27 600 secondes disponibles. Donc, il y a le stock d'encours, enfin, le stock de pièces finies. Alors, ce symbole-là, dit un triangle avec un i à l'intérieur, en fait, ça ressemble à un panneau d'attention. Attention. Hein? Donc, HEDA, ça signifie, en value stream mapping, ça signifie un stock. Cette flèche en noir et blanc comme ça signifie qu'il y a un flux physique entre deux processus en flux poussé et non pas en flux tiré. Et ici, en bas du stock, on peut retrouver la valeur du stock ou la quantité du stock. Par exemple, ici, le magasin de produits finaux, le magasin de produits final, on a en moyenne 2700 pièces gauche et 1440 pièces droites qui sont en attente à un instant T, en moyenne. Donc, donc on a dans cette représentation 1, 2, 3, 4, 5 processus à valeur ajoutée de la pièce. Et à chaque fois, on a des stocks en cours, des stocks intermédiaires, c'est des stocks en cours, ce qu'on appelle aussi du work in progress ou la work in process. Et on les symbolise toujours en génie industriel, généralement, WIP. Nous avons ici le stock de la matière première qui est sous la forme de rouleau. Et on trouve ici rouleau 5 jours, c'est-à-dire la durée, c'est-à-dire que la quantité de rouleaux disponible dans le stock de matière première permet un approvisionnement du processus emboutissage pendant 5 jours. D'accord? Donc ici, par exemple, on a pour le soudage numéro 2, temps de cycle 46 secondes, changement de fabrication 10 minutes, temps utilisable 80% parce qu'on va supposer qu'il y a 20% de non-disponibilité non-disponibilité de la ressource à cause des pannes, des défaillances, dans le sens maintenance, mais c'est là. Changement de fabrication, ça veut dire que quand on change même une référence, une autre, ici on a 2 références, gauche, droite, droite, gauche. Donc, reste 10 minutes à chaque trait. 2 chiffres, 27 600 secondes disponibles. Et donc, on retrouve en parallèle du client, pardon, on a de la même manière, avec le même symbole qui signifie ressources extérieures, ça c'est fournisseur. Le fournisseur ici, donc, nous fournit des rouleaux de 500 pieds. Et on voit ici un schéma du moyen d'approvisionnement et de livraison. Ici, c'est un approvisionnement par camion qui se fait de manière bi-hebdomadaire, mardi et jeudi.
Ici, c'est on envoie au client, on livre le client une fois par jour. Donc, le client, ici, c'est le livraison, le client, l'entreprise. L'entreprise, ça commence ici, donc l'instant zéro jusqu'à l'instant de sortie qui correspond au lead time. Ensuite, ça, donc tout ça, ça correspond au flux physique de matière. Donc, le client, magasin matière première, processus en cours, processus en cours, etc., etc. Livraison vers le client. C'est un flux physique. Nous retrouvons un deuxième type de flux dans les value stream mapping, c'est ce qu'on appelle le flux informationnel. Donc, le flux informationnel, généralement dans la situation initiale, dans the current VSM, on retrouve un processus support. Ici, c'est un processus contrôle de production. Ça peut être le service GPAO, ou là, le ERP, ou là, alors là, c'est le système MRP. Donc, vous retrouvez ici MRP. MRP comme Material Resource Planning, c'est-à-dire l'utilisation des concepts classiques de gestion de production pour estimer les besoins de production. Donc, à partir de ce système MRP, le service contrôle de production envoie aux différents processus des calendriers de production hebdomadaire, sauf pour l'expédition finale où il y a une livraison des expéditions quotidiennes. Donc ici, vous trouvez un flux, donc vous avez des flèches directes, c'est-à-dire que c'est un flux informationnel sous format papier. Par contre, l'information, l'échange d'informations entre le service contrôle de production d'entreprise et le client se fait en informationnel, en flux c'est un flux informationnel et en électronique. Donc, quand vous trouvez cette flèche avec ce petit symbole Z, ça veut dire que c'est un échange électronique et non pas sur support papier. Donc, le client envoie des prévisions de 90, 60, 30 jours au contrôle de production et envoie de manière des commandes fermes, ce qu'on appelle des commandes fermes, de manière quotidienne au contrôle de production. Et c'est grâce à ces commandes quotidiennes qu'il peut lancer la liste des expéditions quotidiennes. De même, l'échange d'informations entre le service de contrôle de production et le fournisseur se fait avec un flux informationnel électronique. Il y a le petit Z ici, enfin, le petit Z inversé. Donc, c'est des prévisions de 6 semaines. Et on a ici un envoi sous format papier. Donc, c'est un fax, confirmation hebdomadaire par fax. Donc là, c'est un schéma de papier, donc de manière hebdomadaire. Finalement, donc là, on a parlé des... Donc ça, c'est la VSM. Il reste l'axe en bas, qui est un axe très, très important. Et là, on retrouve l'estimation des temps d'attente dans les stocks et des temps à valeur ajoutée. Donc, à chaque fois qu'il y a un processus, en bas, on a l'équivalent le temps à valeur ajoutée. Généralement, ça correspond au temps de cycle. Et ici, on retrouve le temps d'attente moyenne du produit dans le stock d'encours, dans le work in progress, WIP. Donc, ici, dans cet exemple, on a 5 jours, 1 seconde, 7,6, 39, etc., etc. Alors, la somme de tous ces temps-là, c'est ce qu'on appelle le lead time. Comme ce livre est une traduction de l'anglais,
donc vers le français. Donc, le traducteur a eu la gentillesse de tout traduire en français. Donc, il a traduit le lead time, L-E-A-D, time. Il l'a traduit en délai de production. ما تحمقوش راسكم مع délai de production parce que dans l'immense majorité des entreprises francophones, on utilise toujours le terme lead time. Lead time est un terme qui est utilisé, que ce soit en français ou en anglais. Lead time. Le temps de traitement, c'est aussi le temps à valeur ajoutée totale. Ici, c'est 188 secondes. C'est tout simplement la somme des temps à valeur ajoutée des processus. Alors, je répète ce concept de lead time parce qu'il est extrêmement important. Le lead time correspond au temps de séjour moyen du produit de l'instant où il entre dans l'usine, par exemple, jusqu'à l'instant où il sort. Ici, je parle de l'usine parce que notre périmètre d'étude est une usine. Le périmètre d'étude peut être tout simplement un atelier. Donc là, on est dans quelque chose de plus voilà, donc de plus petit que l'usine. Mais on peut avoir le cas dans la supply chain de beaucoup plus grand. Ici, dans cette représentation de la page 12. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la VSM peut être faite de la manière la plus globale dans ce qu'on appelle la chaîne globale de valeur. La supply chain, si vous voulez. Donc, ça peut aller du fournisseur vers le client, du client jusqu'à l'utilisateur final. Donc, on peut avoir une méga VSM qui englobe tout. Donc, pour les logisticiens, pour l'option logistique, il est possible que votre périmètre de la VSM englobe toute une supply chain. Auquel cas, l'usine peut être un processus à valeur ajoutée. Donc, ça peut être chaque processus à valeur ajoutée et une usine. Donc, vous considérez que c'est une boîte noire. Vous ne rentrez pas dans les détails. Comme pour les managers industriels, ils vont se focaliser principalement sur l'atelier ou sur l'usine, puisque c'est par définition, le management industriel s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe à l'intérieur de l'usine. Donc, la VSM peut être vue à plusieurs niveaux. L'autre problématique qui se pose quand vous voulez réaliser la cartographie de la chaîne de valeur, l'autre problématique, c'est le choix de la famille de produits. Alors, le choix de la famille de produits, quand est-ce que le problème se pose? C'est quand vous avez une usine ou un atelier ou un système qui produit plusieurs références de produits différentes. Et là, on vous renvoie au concept de famille de produits. Vous vous souvenez, l'année dernière, dans le cours d'analyse et conception des systèmes de production, on avait vu le concept de regroupement des îlots, de regroupement des produits en familles de produits, avec la méthode de King ou bien la méthode de Cusiac. Donc, je vous renvoie au livre de gestion de production et au cours de l'année dernière. Donc, on définit une famille de produits fermés comme étant un ensemble de références de produits différentes, mais qui globalement suivent un flux ou plutôt utilisent des machines similaires. Donc, ça, c'est la problématique de définition de famille de produits. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la VSM? Je vais essayer d'inventer un cas en m'inspirant des différents projets sur lesquels on avait travaillé depuis plus d'une décennie. Quand vous êtes dans une usine, par exemple, de câblage, telle que Léonie, ou le Yazaki, ou la Sumitomo,
L'ordre de grandeur, le nombre de références différentes qui circulent ou qui peuvent être produites par l'usine, ça peut être de l'ordre de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de références différentes. Donc, quand on a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de câbles différents, on ne peut pas s'amuser à appliquer l'algorithme de King. Surtout, on va regrouper, il faut faire tout un travail de regroupement des produits en famille, de telle manière à tomber sur une dizaine ou une vingtaine de familles au maximum. Donc, on va essayer en piochant dans l'historique, en essayant de collecter les données sur le terrain, de regrouper les familles en produits. Par exemple, Matisse, on avait défini les big harnais, les small, les middle, etc. Donc, ce concept-là, ça s'appelle la technologie de groupe. Une fois on définit un certain nombre de familles, on va dire une dizaine, on peut s'amuser à faire un Pareto en se basant sur un historique de plusieurs mois précédents ou de l'année précédente. Et on va essayer de définir les 20% de familles produits, par exemple, qui représentent 80% de la production annuelle. Voilà, donc quand on fait le Pareto, on va se retrouver avec les produits qui circulent le plus. Donc, la famille la plus importante pourrait être celle qu'on va décider de suivre. Parce que quand vous faites une VSM, vous devez faire normalement une VSM pour chaque famille de produits. Donc, vous essayez de commencer par la famille de produits la plus représentative en termes de volume de production, par exemple. Donc, je viens d'expliquer. Donc, ça, c'est la problématique du choix de la famille de produits. C'est pour ça que quand on a parlé de disponibilité de la ressource, je vous avais dit que il est possible que la ressource soit partagée entre plusieurs familles de produits. Donc, on va supposer que notre famille de produits a telle ressource qui est disponible, l'emboutissage qui est disponible à 85%, parce que les 15% d'autres sont réservés aux autres familles. On peut avoir ce cas de figure. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre comme introduction à la Value Stream Mapping? C'est que dans les dernières pages juste avant, vous retrouverez quelques symboles de la cartographie des flux de valeur. Donc, juste pour rappel, parce que je l'ai déjà montré, processus à valeur ajoutée. Là, ils ont écrit processus de fabrication dans le cadre de l'usine, mais comme vous êtes dans le cadre plus général de la supply chain, vous dites processus à valeur ajoutée. Ressources extérieures, ça peut être un client ou un fournisseur, case de données avec des données particulières, ça peut être aussi les rebuts. Ici, c'est dépôt au point de stock, c'est work in progress. Ici, c'est l'expédition par camion, ça peut être aussi par avion, par train, par bateau, si vous êtes dans le cadre de supply chain, ou là dans un transport dit multimodal. Flèche de flux poussé, produit fini acheminé vers le client, symbole de FIFO, first in, first out, première entrée, première sortie. Flux-physique, dépôt de stockage, opérateur, stock tampon de sécurité, icône dentelée des opportunités de Kaizen. Ici, pour les flux d'information, donc un NEA qui m'achète flux d'information sur papier, électronique avec le Z inversé, calendrier hebdomadaire, case de lissage de la charge, ce qu'on appelle Heijunka, on verra ça par la suite, post-Kanban, Kanban de signalisation, calendrier avec contrôle de visu, bas de système à flux-séquentiel, carte Kanban de production, carte Kanban de prélèvement et arrivée de Kanban par lot.
Donc, dans ce document, si je reviens un petit peu, je vais retrouver peut-être d'autres... qu'est-ce que je vais retrouver? Je ne sais pas ce que je vais retrouver. Je vais retrouver la page... voilà, l'annexe A. Je vais retrouver la description d'un certain nombre de symboles de la value stream mapping. Donc, c'est la page 114, 115 et 116. Dans cet ouvrage de référence, donc je reviens. Donc, dans cet ouvrage de référence, on dit le chapitre 1, la partie 1 plutôt est dédiée aux préparatifs. La partie 2 est dédiée à la à comment mettre en place ou plutôt représenter la current VSM, c'est-à-dire la cartographie des flux de valeur à l'état initial. Donc, vous avez l'étude de cas qui est décrite en détail. Ensuite, dans la partie 3, à partir de la page 50, vous avez un chapitre qui est extrêmement important qui s'appelle qu'est-ce qui caractérise une chaîne de valeur pensée au plus juste? Et là, on vous fournit 7 principes de just in time. Comme nous sommes dans une séance d'introduction à la VSM, je vais présenter en moins de 5 minutes ce chapitre-là. Il est fort possible, Inch'Allah, qu'on va y revenir. Donc, ce qu'on vous dit ici, je vais essayer de résumer, même si je préfère que vous lisiez vous-même. Donc, on vous dit que pour la mise en place le just in time, le problème à résoudre, c'est le problème de surproduction. Le problème de surproduction, ça nous ramène à ce qu'on appelle la production à flux poussé. Donc, la surproduction génère comme problème principal l'existence de stock, work in progress, WIP, et ces stocks sont là pour masquer un certain nombre de gaspillages, pour masquer des anomalies dans la production. Ces anomalies, c'est les fameux MUDA dont on a déjà parlé, les stocks, les défauts, les attentes, les transports, les traitements inutiles, les déplacements, les rebuts, etc. Donc, quand on veut mettre en place un système à flux tiré, c'est-à-dire just in time, on essaie au fur et à mesure de résoudre ces problèmes-là. D'où notre plan d'action. Donc, je vais résumer les différentes directives du Just in Time selon le livre. Alors, directive numéro 1, adapter le rythme de production à votre cycle. Et là, je vous renvoie au concept du takt time. Takt time, ça s'appelle TAKT. C'est un outil, un concept de Just in Time qui est indispensable et très important. Je vous renvoie au cours de analyse et conception des systèmes de production l'année dernière, quand on travaillait sur les lignes d'assemblage, sur l'équilibrage des lignes d'assemblage, on avait défini le takt time. Le takt time a été défini l'année dernière de manière assez précise. Ici, nous nous ramenons à une définition de takt time beaucoup plus simple. Donc, on définit le takt comme étant le temps de travail disponible par quart de travail, par exemple 27 600 secondes par quart, sur la demande de clientèle par quart de travail. Donc, le client demande 455 pièces, nous avons 27 000 secondes, donc nous avons un takt de 59 secondes par pièce.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un état idéal, nous allons faire en sorte que notre usine fonctionne avec un rythme cadencé de une pièce toutes les 59 secondes. Le client achète ce produit au rythme d'une pièce toutes les 59 secondes. C'est le rythme que nous viserons pour la réalisation d'une pièce et de ses composants. Donc ça, c'est le défi à réaliser. Donc, directive numéro 1, adapter le rythme de production à votre cycle. Directive numéro 2, créer un flux continu chaque fois que la chose est possible. Alors, pour vous ramener au cours qu'on a fait ensemble l'année dernière, qui s'appelle Analyse et conception du système de production, nous avons appris comment, dans le cadre d'une usine multiproduit et multiposte, nous regroupons les îlots, nous regroupons les machines ou les postes de travail en îlots. Ensuite, la deuxième étape consiste à mettre en ligne les îlots, parce que la mise en ligne permet un flux continu qui est idéal dans le cadre du lean manufacturing. Ça rejoint cette directive, créer un flux continu chaque fois que la chose est possible. À chaque fois que vous pouvez créer une ligne, tant mieux. Si vous pouvez regrouper les postes de travail et obtenir une ligne de production, c'est très bien parce que ça vous permet, voilà, vous avez flux continu. C'est ce qu'on appelle aussi One Piece Flow. One piece flow, c'est-à-dire qu'il y a une pièce à chaque fois dans chaque header et qu'il y a un flux continu. Il n'y a pas de stock d'encours. On élimine les stocks d'encours. Donc, on peut avoir des mini-lignes qui s'alimentent les unes les autres. La troisième directive consiste à utiliser des dépôts de stockage pour régulariser la production aux endroits où le flux continu n'a pas de prolongement en amont. Donc, la mise en place ou l'organisation des postes en flux continu n'est pas toujours possible. Donc la solution, c'est d'installer ce qu'on appelle des systèmes affluturés avec dépôt de stockage. Encore une fois, c'est une traduction approximative de ce livre. Pour faire simple et utiliser le terme en lean manufacturing le plus connu, c'est utiliser un système Kanban. Donc, système affluturé avec dépôt de stockage, c'est mettre en place un système Kanban quand on ne peut pas mettre en ligne. Si on est obligé d'avoir des stocks d'encours, on va installer des systèmes Kanban. On va revenir probablement sur le concept de Kanban. Inch'Allah. D'accord? Donc, ça, c'est la troisième directive. On a plusieurs types de Kanban. Donc, à part les Kanban, on a des Kanban beaucoup plus simples. C'est ce qu'on appelle des couloirs PEPS. Bon, dans ce livre, on va les appeler FIFO, parce que c'est la tête. PEPS, c'est encore une traduction, première entrée, première sortie, c'est-à-dire FIFO, un système FIFO. Donc, dans ce schéma, on représente deux processus l'un après l'autre et on a mis un couloir FIFO qui est une sorte de Kanban visuel simple que l'on met sur place. La directive numéro 4 consiste à appliquer la programmation client à un seul processus de production. Ce concept-là, c'est ce qu'on appelle le processus régulateur. Donc, vous avez ici les différents processus 1, 2, 3, 4. Vous avez entre les processus des dépôts de stockage. Je voudrais signaler le fait qu'un processus peut être une ligne, une cellule en ligne. À chaque fois que c'est-à-dire que pour séparer deux processus, il faut qu'il y ait un stock. S'il n'y a pas de stock, vous les regroupez comme étant un seul processus. Par exemple, si vous arrivez à regrouper donc 3 ou 4 postes de travail comme étant une ligne à flux continu, vous ne considérez plus que ce sont des processus séparés, vous considérez que c'est un seul processus. Donc, le concept de processus régulateur consiste à se concentrer sur un processus que vous considérez principal,
sur lequel vous allez appliquer la programmation. Généralement, c'est le dernier processus à valeur ajoutée. Mais ça peut être l'avant-dernier, ça s'appelle de manière générale processus régulateur. La cinquième directive stipule de répartir également dans le temps la réalisation de différents produits au processus régulateur, ce qui revient à lisser la combinaison de produits. Donc, nous sommes dans le concept de ce qu'on appelle le lissage en variété. La directive numéro 6 aussi, c'est un type de lissage, mais c'est ce qu'on appelle un lissage en volume de production. Directive numéro 6, créer un système à flux tiré de départ en relâchant et en retirant de petites quantités régulières de travail au niveau du processus régulateur, ce qui revient à lisser le volume de production. Donc, la directive numéro 5 et la directive numéro 6, c'est ce qu'on appelle en japonais le heijunka. Le symbole de heijunka dans une VSM, c'est ce qu'on appelle le lissage de la production. Le symbole Ueheda dans la VSM. Donc, ici, vous avez une petite représentation. Alors, est-ce que je ne dis pas de bêtises? Voilà. Voilà heijunka. Donc, heijunka ici, voici une bonne représentation. Donc, ici, en utilisant des cartes Kanban, on définit des pas de production. Par exemple, ici, le pas de production, c'est 10 minutes. Donc, on va définir une taille de lot, redéfinir la taille de lot comme étant ce que le processus est capable de fabriquer en 10 minutes. Donc, on va instaurer la règle selon laquelle toutes les 10 minutes, on va changer de type de production. Donc, regardez, 8h, 8h10, 8h20, 8h30, 8h40, 8h50, 9h, 9h10. Donc, tous les pas, on va changer la production, la référence. Et le changement de la référence va être de manière lissée. Donc là, on est dans le lissage en termes de volume. Et là, on est dans le lissage en termes de variété. Dans cet exemple-là, il existe, mon atelier peut fabriquer 3 types différents de produits, A, B, C. Donc, je vais lisser, donc je vais ordonnancer ma production, je vais organiser ma production de type A, B, C, A, B, C, A, B, C. C'est ce qu'on appelle le lissage de la charge. Le heijunka. Donc, on a d'autres explications en ce qui concerne le lissage. Je vais essayer de commenter ce schéma. Exemple de prélèvement cadencé. On a le processus régulateur, on en a déjà parlé. On a le tableau, ou plutôt le placard de ramassage des cartes Kanban, de gestion des cartes Kanban. Donc, on a ramassage, dépôt de la carte de processus, ramassage d'un contenant livrable de produits finis, transfert de produits finis vers le dépôt de stockage ou les quais d'expédition. C'est ce qu'on appelle le dépôt de stockage. On a la commande du client qui vient avec des Kanban clients. Donc, on a livraison et ça tourne à chaque pas de production. Donc, ça, c'est une explication du concept de heijunka, le tableau Heda, et comment il permet une livraison de manière continue. Et finalement, la directive numéro 7, prenez les mesures pour réaliser chaque pièce chaque jour, donc CPC, puis chaque quart de travail, chaque heure, etc., dans les processus en amont du processus régulateur. Voilà, donc ça, c'est les 7 directives qui permettent
de réaliser ce qu'on appelle une production à flux tiré. Donc, je vous rappelle que le titre de ce livre, c'est Bien voir pour mieux gérer, comment reconfigurer la chaîne de valeur de votre entreprise pour ajouter de la valeur et éliminer les nuls. Encore une petite minute, si vous permettez, pour vous dire que la partie suivante du livre, c'est la partie partie 4. Donc là, on revient à notre étude de cas, on explique quelles sont les solutions que l'on propose. Ce qui nous donne la carte remaniée de la chaîne de valeur avec les différentes solutions. Vous retrouverez ici qu'on a éliminé l'échange d'informations entre les différents processus et on a gardé uniquement contrôle de production vers le processus régulateur. Ici, le processus régulateur, c'est le processus de soudage-montage. Nous avons regroupé des postes, donc c'est devenu un seul processus. Donc, au lieu de 4 processus au total, on en a 2. Est-ce que je ne dis pas de bêtises? On a regroupé en ligne les 4 postes de travail, 2 de soudage et 2 de montage. Donc, on a emboutissage et soudage plus montage. Ou le processus régulateur. Et ici, on a réduit le lead time à 4,5 jours grâce à un ensemble de solutions de just in time. منهم le dépôt de stockage, منهم le Heijunka, منهم les Kanban, etc. Alors, la partie 5, c'est des recommandations de mise en place. Et ce que je voudrais attirer votre attention sur le concept de plan d'action. Donc, dans la page 101 et 102 de votre livre, vous avez une représentation de ce qu'on appelle un plan d'action, c'est-à-dire pour arriver de la situation initiale à la situation désirée, il faut un plan d'action qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec la définition des responsables, des personnels et services intéressés, des calendriers de révision, des objectifs, etc. Voilà. دونك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نتمنى لكم عيد مبارك سعيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واضرب لكم موعدا ماردي بروشان ان شاء الله الثلاثاء القادم. الثلاثاء القادم غادي يكون 3 نوفمبر من 2 الى 6 زوالا اللي غادي ان شاء الله نخدموا sérieusement la VSM, donc l'étude de cas, on va essayer de l'établir. Je vous demande de préparer cette séance pour qu'on puisse profiter de la séance prochaine. Salam alaikum. Donc j'arrête l'enregistrement. Comment ça marche? Arrêtez la présentation. Arrêtez l'enregistrement.